Donc vous êtes enseignant à la retraite, je crois que tout. Enfin, ancien proviseur, voilà, bon, formateur. Très rapidement, j'ai été enseignant 20 ans. Ensuite, j'ai été 4 fois chef d'établissement, proviseur principal. Et puis, j'ai eu le privilège de diriger la formation des cadres de l'éducation nationale depuis l'École supérieure des cadres de Poitiers. Et depuis 4 ans, mon métier consiste à étudier dans quelle mesure les apports des sciences cognitives peuvent être intégrés dans les modalités pédagogiques dans la classe. Donc, je suis beaucoup en observation, en études dans les classes, et je travaille avec une équipe de 45-50 enseignants qui sont en poste et qui font des expérimentations dans le cadre de recherche-action. Voilà. Donc, excusez-moi pour l'inélégance par rapport à madame, mais je crois qu'il a été convenu comme ça. Merci Françoise Laborde pour l'introduction. Moi, je suis là pour être le poil à gratter. Merci beaucoup. Le petit diaporama arrive où et comment ? Il arrivera, vous inquiétez pas, la technique doit suivre, c'est le principe. Ici, on maîtrise la technique, donc allons-y. Et la technique suivra. Ah, d'accord. Ok, il n'a pas du tout la même forme que celui que j'ai envoyé, mais on va s'adapter. Il n'y a pas de souci. Comment se fait-il que la première n'est pas... D'accord. Bien, allez, on y va. Alors, mon propos est de souligner le rapprochement possible entre les sciences cognitives et les pratiques de la classe. En quelque sorte, les modalités pédagogiques sont-elles conformes à ce que les sciences cognitives nous disent sur le fonctionnement du cerveau? Et je crains que souvent, non. Voilà. Donc, notre réflexion va se situer là. Les acteurs de toute cette affaire, c'est évidemment les scientifiques qui nous apportent des connaissances, et surtout depuis la neuroimagerie qui nous apporte de façon non invasive des informations sur le fonctionnement du cerveau. Donc il y a bien la zone de la recherche avec un corpus de connaissances qui maintenant sont consensuelles et sur lesquelles on peut s'appuyer. Bien entendu, en bas, la classe avec ces questions récurrentes extrêmement fortes, la fracture scolaire dont parlait tout à l'heure Alain Raguenaud, mais aussi la performance de chacun, de tous les élèves. L'élève est au centre et les acteurs à gauche, depuis l'élève, la famille, les enseignants et les cadres du système. Et bien entendu, puisque c'est le sujet d'actualité, le numérique, là-dedans, que vient-il faire et comment peut-on l'utiliser ? Donc la cognition est très certainement l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle, et il innerve beaucoup de domaines de la société, mais vous en avez une petite liste à gauche. Mais ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est bien entendu... pardon. Excusez-moi, oui, je vais l'éloigner un petit peu. Donc ce qui nous intéresse bien sûr aujourd'hui, c'est la cognition, mais de l'apprentissage pour le monde scolaire et de la formation pour les adultes. Cette affaire-là se décline en de nombreux domaines. L'attention, les transferts, c'est-à-dire est-ce que les situations d'apprentissage permettent d'aborder des situations voisines et nouvelles, puisque c'est ça un petit peu l'objectif de l'enseignement, le problème de l'évaluation, du fonctionnement et des rythmes des mémoires, et je vous avoue que c'est bien là le cœur de mon activité, savoir comment on gère les mémoires, comment on les fait fonctionner, comment on les mobilise dans l'activité scolaire. Ensuite, il y a la motivation, les 10, les conditions de vie. Ce sont des domaines sur lesquels je ne suis pas expert. Je m'intéresse particulièrement au fonctionnement des mémoires, leur mobilisation dans la classe, comment on les gère, et les capacités attentionnelles. Alors les mémoires, pourquoi nous intéressons-nous particulièrement aux mémoires ? Parce que tout simplement, elles sont le cœur de l'activité, de la quasi-totalité des activités scolaires. On reproduit, on répète la poésie qu'on a appelée, la définition, etc. Voilà. Ensuite, il y a comprendre. On ne peut comprendre sans savoir, sans avoir des acquis élémentaires et sans avoir des situations de référence pour construire des représentations mentales, des idées, etc. Résoudre des problèmes dans toutes les disciplines, analyser, traiter, etc., mobilise les mémoires. Transférer, nous l'évoquions juste avant. Anticiper, c'est bien sûr la ligne de la projection dans le futur, l'identité de l'élève. Que vais-je faire demain ? L'horizon. Vous nous donniez tout à l'heure un exemple
superbe de mathématiques, je me pensais idiot, etc. Et tout d'un coup, je découvre qu'il y a peut-être un futur possible, etc. Pour moi, je m'inscris là-dedans et c'est important. Et ça participe des mémoires. Et évidemment, la création, qui n'est pas un mystère, on ne crée pas ex nihilo, mais toujours par rapport à une mobilisation consciente ou non de situation. Et l'objectif suprême, c'est bien sûr développer les compétences, ce mélange très subtil entre des savoirs explicites et des choses qui sont beaucoup plus inconscientes. Alors, l'apprentissage, c'est l'arrivée d'informations sous différentes formes, et ensuite elles sont encodées, comme on dit dans les mémoires, c'est-à-dire ce sont des processus chimiques, et on crée une trace mnésique, c'est-à-dire l'ébauche de quelque chose qui va s'installer dans le cerveau. Et ensuite, le pédagogue et l'apprenant vont se dire, mais que fais-je de cette trace mnésique? Deux solutions, on la laisse courir, on lui laisse vivre sa vie, qui en général va vers l'extinction, parce que la nature a prévu l'oubli. L'oubli n'est pas un handicap, l'oubli c'est un phénomène de la nature, et le pédagogue est celui qui apprend nage à contre-courant, c'est-à-dire qu'on peut donner à la trace mnésique un autre destin, qui est celui de rester dans le cerveau par le biais de la fameuse consolidation mnésique. Et ça, c'est tout le challenge de l'apprentissage, voilà, de la stratégie en classe. Alors, quelques effets très très rapidement d'expériences que nous avons conduites sur... Et si on ne consolide pas, que se passe-t-il? Eh bien, un test de SVT en classe de seconde, où la classe avait eu 10 de moyenne, si on ne reprend pas ce test, au bout de 8 semaines, il devient 2 sur 20. Non pas 10, mais 2 sur 20 en 8 semaines. Deuxième exemple, on montre des mots à des élèves et on leur dit retenez-les. Sur le coup, ils sont capables d'en retenir 7, mais si vous attendez 2 minutes seulement à occuper l'esprit, il n'en reste plus que 4,5. On a perdu 35% des informations en 2 minutes. Que serait-ce en 2 semaines, en 2 mois, etc. Troisième exemple, on apprend 7 concepts à des élèves en 1 heure. De géographie, ils comprennent, au bout de 3 à 6 essais selon les élèves, ils les retiennent. Au bout de 3 semaines, on leur dit « Alors, ces 7 concepts, qu'en pensez-vous » Au bout de 3 semaines seulement, ce n'est plus 7 qu'ils savent, mais c'est 2. Il y a donc un écrasement mnésique. Je ne vais pas vous décevoir, chers amis, mais dans 3 jours, vous n'aurez retenu que 10% à peine de ce que vous allez entendre aujourd'hui. C'est une vraie catastrophe mnésique. Que faire? Que faire? Et que conclure? Eh bien, lorsqu'on dit il y a à peu près 50 000 mots-concepts dans le cursus du collégien, qu'en reste-t-il? Eh bien, il en reste à peine la moitié. Que dire que la classe a eu 2 de moyenne sur un test 8 semaines après et 10 2 jours après l'avoir appris. Alors, la note, c'est 10 ou c'est 2? Donc l'effondrement mnésique interroge sur l'évaluation. Qu'évalue-t-on? Troisième exemple, puisqu'on oublie et puisque le savoir est nécessaire pour comprendre, que deviennent les élèves qui ne retiennent pas suffisamment ces petites briques de base qui permettent de comprendre? Donc l'insuffisance de la rétention mnésique a des conséquences directes et très, très négatives sur tous les processus de compréhension. Donc ce sont des... C'est curieux comme le montage apparaît, mais c'est pas grave. Donc, a contrario, il va donc falloir, pour retenir un certain nombre de choses, déployer des stratégies d'acquisition à terme. Pour cela, évidemment, la phase 0, c'est de connaître comment ça marche, de savoir comment le cerveau fonctionne, comment ça s'encode à l'intérieur, comment ça s'oublie, comment ça se reprend, comment ça s'inscrit. Alors il existe, les sciences cognitives nous instruisent déjà là, elles nous disent « reprenez les choses » avec un rythme judicieux, pertinent, etc., au cours du temps et d'une certaine manière. Utilisez le temps, le spaced learning, c'est-à-dire dans les jours, les semaines et les mois. Il faut savoir réinterroger l'esprit. Il faut le réinterroger par ce qu'on appelle maintenant le multitasking, c'est-à-dire ne faisons pas l'évaluation tout de suite. Faisons des tests
réactivons le cerveau et l'évaluation où on va vraiment avoir une représentation exacte ou au mieux de ce que l'élève sait, on l'a fait plus tard, on la diffère, etc. Alors évidemment, il y a les outils numériques et Jean-Mathie disait très bien qu'il fallait se situer, il fallait mettre le curseur à la juste mesure entre les technophobes et les technophiles, c'est-à-dire que l'outil numérique, ce n'est pas le nec plus ultra, mais c'est l'outil qui peut-être va permettre de résoudre un certain nombre de ces nœuds, de ces leviers possibles. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque le cerveau intègre une nouvelle connaissance, il y a des conditions que le pédagogue doit connaître qui font que ça va s'inscrire plus ou moins bien dans le temps. Tout d'abord, le concept de mémorisation active. On apprend mieux lorsqu'on s'interroge, on n'apprend pas lorsqu'on lit. Lorsqu'on relit ce que tous les étudiants font, ce n'est pas une bonne méthode. Il faut apprendre aux élèves comment apprendre mieux. Il faut aussi développer les capacités attentionnelles. Ce parent pauvre de l'éducation et qui est pourtant le premier critère de la réussite scolaire. Combien y a-t-il d'activités pédagogiques dans la classe qui se donnent comme objectif de développer les capacités attentionnelles? Pas vraiment. On le sait, bien sûr que tous les enseignants le savent. Vous le disiez, monsieur, et je rends hommage à toutes ces activités pédagogiques très bien construites, mais l'objectif de développer la capacité, dans le premier degré en particulier, et même plus tard, c'est pas vraiment pris en compte. Et d'autre part, on sait aussi que le cerveau ne peut pas reprendre régulièrement des choses, parce qu'il y a trop l'ambition du système scolaire, est beaucoup trop ample. On ne peut pas inscrire durablement des choses avec des programmes aussi considérables. Donc il faut périmétrer les essentiels et expliquer aux élèves comment ils fonctionnent. Vous en ferez des partenaires, ils comprendront pourquoi vous le faites. Alors le numérique là-dedans, eh bien le numérique, ça permet de particulariser les parcours, vous l'avez dit Alain Ragnaud tout à l'heure, particulariser les parcours. Et le prof ne sait pas bien faire quand il a 35 élèves différents. Tous les cerveaux fonctionnent pareil, mais aucun n'est pareil. Donc il faut tenir compte de ces spécificités, l'implication active, être actif, développer l'attention, avoir la réponse immédiate à la question, c'est ce qu'on appelle le feedback immédiat, diversifier les modalités, c'est beaucoup plus simple avec du numérique, et s'entraîner, c'est-à-dire acquérir ce que l'on appelle des procédures, des automatismes, des choses qui permettent à la mémoire de travail d'effectuer le traitement des informations. Pédagogie inversée, je suis plus prudent, je sais que c'est un point qui est très en poupe, qui a le vent en poupe actuellement, mais ça a besoin d'être étudié, observé et des conclusions. État des lieux, c'est la dernière slide. 5 choses. Les acteurs du système scolaire, depuis l'élève jusqu'au responsable, le plus haut du ministère, celui qui conçoit les programmes, etc., doivent mieux connaître le fonctionnement du cerveau pour adapter, pour périmétrer les programmes, pour dicter un petit peu les grandes consignes pédagogiques. Deuxièmement, un clivage, pour l'instant regrettable, entre le monde de la recherche en sciences cognitives et le terrain. On a besoin de ça. Troisièmement, les enseignants doivent avoir comme mission aussi d'expérimenter. Ils sont bien davantage que des transmetteurs et des accompagnateurs de la pédagogie, ils sont des innovateurs. Le concept d'établissement apprenant, c'est sur le terrain que ça viendra. Ça ne viendra pas par injonction ministérielle. Quatrièmement, diffuser ce savoir et faire en sorte que chacun se l'approprie, essaye, tâtonne, voit ce qui marche. L'evidence-based, comme on dit maintenant. Il faut essayer, collecter, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et enfin, c'est peut-être un des axes de la journée d'aujourd'hui, ce numérique qui est en train de se développer formidablement, il n'est pour l'instant pas adapté. Le constat n'est pas très positif. On ne sait pas bien faire. Ça ne marche pas bien. Il faut inventer un numérique qui soit vraiment adapté aux besoins des élèves et à l'ergonomie de la classe, à la configuration spatio-temporelle de la classe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.